qui lisaient de l'imaginaire. Parce que pour eux, ça n'existe pas. C'est une littérature qui, pour les enfants, c'est une littérature pas sérieuse. Donc, ils sont tellement dans les Goncourt, le Renaudot, le machin, qu'ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Quand je dis, vous imaginez pas à quel point tout le milieu est bloqué. Quand j'étais au Nouvel Observateur, un jour, c'était 5 ans avant le film, je voulais faire un article sur le phénomène Seigneur des Anneaux. Il y avait une réunion plénière, il y avait 120 journalistes, et je dis, voilà, je vais faire un truc sur le Seigneur des Anneaux. Et il me dit, c'est quoi le Seigneur des Anneaux? Je fais, bah, c'est de Tolkien. Il me dit, c'est quoi Tolkien? Alors je me tourne vers toute l'assistance et je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit de quoi il s'agit, le Seigneur des Anneaux? Et personne. C'est-à-dire que non seulement il ne savait pas de quoi c'était le Seigneur des Anneaux, mais il n'avait jamais entendu parler. J'ai dit, même vos enfants, non. C'est-à-dire qu'ils vivent avec des œillères complètes. La littérature d'imaginaire fantastique n'existe pas ici. Et après, bon, pour l'anecdote, ils me disent, alors c'est qui ton Tolkien? Alors j'ai dit, ben, c'est un garçon qui est né en Afrique du Sud. Elle me dit, ah bon, il est pour ou contre l'apartheid? Alors je fais, c'est pas tellement le problème. Je fais, bah, il est en Afrique du Sud, donc forcément, soit il a été complice de l'apartheid, soit il a lutté contre l'apartheid. Je fais, c'était en 1905, donc de toute façon, ça parle pas de ça, ça parle d'un univers un peu à Donjons et Dragons. Il y a quelqu'un qui dit, ah ouais, Donjons et Dragons, c'est des jeux de rôle, donc c'est un truc pour les petits fachos. Alors je fais, ah bon? Elle fait, donc apartheid plus jeu de rôle égale facho, il est hors de question qu'on parle d'un sujet facho. Je dis, le Seigneur des Anneaux, comme ça, d'un coup à la poubelle, par des gens qui n'y connaissent strictement rien et qui jugent. Et par la suite, ben, je me suis aperçu que tout le milieu d'édition, à l'époque, je pense que ça a dû faire des progrès depuis, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une seule personne dans le milieu, genre Le Seuil, Grasset, Gallimard, qui lisait ou qui savait de quoi il s'agissait avec la littérature fantastique. D'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle Bragelonne. Vous voyez ce que c'est? Oui, très bien. Ouais, et ben ils arrivent tout le temps, ils ont tout le temps des ventes dans les 10 meilleures ventes. Et ben les auditeurs ne savent même pas que cet éditeur existe. Parce que c'est comme si on disait, voilà, la littérature parallèle, underground. Et donc, moi, je suis un éditeur à mi-cheval entre éditeur sérieux et éditeur populaire, et dans lequel, quelque part, je suis arrivé à sortir le bout du nez parce que je n'étais pas identifié littérature fantastique ou de science-fiction, ce qui est normalement direct à la poubelle. Et à partir de là, je disais, c'est une malédiction, c'est-à-dire que c'est dommage que la littérature d'imaginaire en France soit si peu défendue, mais c'est un avantage parce que du coup, j'étais visible comme un arbre dans le désert, et j'étais seul. Et moi, je pensais ouvrir la porte pour qu'il y ait d'autres auteurs qui arrivent et qu'il y ait toute une génération d'auteurs de science-fiction et de fantastique. Et alors, les puissances pour empêcher ça sont énormes. Bon, maintenant j'ai renoncé, j'ai compris que ça ne se passera jamais. Et d'ailleurs, ça se voit aussi en cinéma. On n'a pas de cinéma fantastique ou d'imaginaire, on est obligé d'aller voir chez les anglo-saxons, et c'est vraiment dommage. Il a des adaptations des livres français, des romans français par les cinémas anglo-saxons. Bah, déjà, il y a Pierre Boulle. Alors, l'autre anecdote, c'est que quand j'étais au Nouvel Obs, j'ai voulu faire un article sur Pierre Boulle. Je suis allé voir le responsable de la rubrique littéraire qui m'a dit, c'est qui Pierre Boulle? Alors je dis, c'est le pont de la rivière quoi et la planète des singes. Alors il me dit, ah, je croyais que c'était un auteur américain. J'ai dit, non, c'est un français. Bon, bref, les auteurs français sont connus un peu plus aux États-Unis que chez nous. Il y a un niveau d'ignorance et de fermeture d'esprit qui, du coup, me donne le sentiment d'être dans un combat, une croisade pour cette littérature d'imaginaire, d'essayer de faire bouger les lignes. C'est pas possible que tout un genre n'existe pas. C'est même Harry Potter, Gallimard, il pouvait le mettre que pour enfants. Il a fallu que ce soit l'avocat de Rowling qui force Gallimard à le sortir en grand exemplaire, et là ils ont vendu 2 millions d'exemplaires. Le premier tome est sorti en poche. Ah oui, c'est les tout petits, c'est les tout petits livres, parce qu'ils ont un mépris total pour tout ce qui ressemble. En fait, ils considèrent que la littérature, ça doit juste être autobiographique et parler des problèmes sexuels et des problèmes de dépression et d'alcoolisme, et de cocaïne. Donc à partir de là, c'est extrêmement limité. Et, mais je vous dis que c'est une bénédiction parce que du coup, j'ai l'impression d'être hors système. Et le système m'a l'air d'étouffer tous ceux qui sont dedans. Et comment vous avez fait pour être publié? Comment vous avez fait? Alors, comment j'ai fait pour être publié? En fait, c'est un quiproquo. Il y a un éditeur qui croyait qu'il y a un autre éditeur qui voulait mon livre. Donc du coup, il y avait une rivalité entre les deux.
aucun des deux n'avait lu le livre, et ils ont fait une surenchère pour être sûrs de l'avoir. Et au final, je suis allé chez celui qui avait, même s'il n'avait pas lu, qui avait le mieux compris, parce qu'il s'était fait faire une fiche, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de curiosité. Alors déjà, autre chose étrange, je balance, il n'y a pas trop de caméras, mais non seulement les critiques lisent pas, mais les éditeurs lisent pas. Mais tous ces gens-là se font faire des fiches. C'est-à-dire que quand vous voyez une émission, même à mon avis des émissions littéraires, il se fait une fiche. Donc on lui a expliqué ce qui était intéressant, ce qu'il faut comprendre. C'est donc des étudiants en général qui font ça. Et donc mon éditeur s'était fait faire une fiche, et l'autre avait oublié de se faire la fiche. Donc l'autre il m'a dit, non je suis désolé, je ne sais pas de quoi parle votre nom, mais on m'a dit que c'était bien, donc on va le faire. Alors, on m'a dit, c'était quelqu'un qui pensait que quelqu'un pensait que c'était bien. Et l'autre, il a dit, ah bah tiens, si l'autre pense que c'est bien. Donc c'est un quiproquo. Et évidemment, ce n'est pas facile à reproduire. Mais un jour, je me suis dit, je vais raconter comment j'ai été publié. C'est tellement étonnant. Mais je me suis aperçu en relisant que ce n'était pas crédible. Et on ne sait pas, c'est pas possible que deux éditeurs essaient d'avoir le même livre alors qu'aucun des deux ne l'a lu. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, celui qui s'est battu pour l'avoir, il s'est dit, chiche, qu'avec un sujet aussi inintéressant, avec un auteur aussi peu connu, j'arrive malgré tout à faire un best-seller. Donc voilà, c'est de ma chance. Moi, j'ai jamais voulu être best-seller, je ne savais même pas que finalement c'était un métier. Je croyais que c'était un hobby qu'on faisait le dimanche, et la chance c'était de publier. Après, quand j'ai vu que j'arrivais à gagner ma vie avec ça, j'en revenais pas. Je suis encore sur le petit nuage, je me dis, waouh, c'est génial. Et c'est génial aussi en tant que lecteur, parce que c'est pour ça que je suis content de rencontrer. oui, tout le monde n'a pas de chance. La chance ne suffit pas. Il faut aussi savoir raconter une histoire et aussi faire quelque chose de différent qui sort de la norme. Là, par exemple, est-ce qu'on peut parler des science-fiction ou des philosophie-fiction? C'est pas tout à fait la même chose. Alors, le problème de la science-fiction, c'est les extraterrestres, les fusées, les hommes invisibles et les lasers. Donc ça, en fait, ça remplace juste un western. C'est pour ça que c'est une très mauvaise image. Parce qu'on s'est dit, bon, ben, c'est un truc qui est futuriste, mais qui n'a pas de sens. Pour moi, la science-fiction, c'est pas ça. C'est pour ça que j'appelle ça plutôt philosophie-fiction. En fait, j'ai commencé par lire des livres de science-fiction comme ça, et je trouvais ça très ennuyeux. Je me suis dit, j'aime pas la science-fiction. Et puis un jour, quelqu'un m'a fait découvrir, c'était au lycée, il m'a fait découvrir Isaac Asimov, Fondation. Est-ce que quelqu'un a lu Fondation ici? Que vous? Bon. 3, 4. Bon, alors écoutez, c'est un bouquin génialissime qui a été écrit dans les années 50 par un garçon qui s'appelle Isaac Asimov, qui est mort depuis, mais c'est fabuleux. Et tout d'un coup, j'ai compris qu'en fait, ce qu'on appelait science-fiction, c'est un moyen de faire de la politique, mais de la politique beaucoup plus poussée, beaucoup plus intelligente pour comprendre tout ce qui se passe. Fondation, c'est ce qui va se passer en 10 000 ans. Donc ça marche vachement bien. Le deuxième livre que j'ai lu, après, donc, le même fournisseur de bons plans de livres. Donc là déjà je vous dis une fondation, ça va être en vente à la FNAC. Le deuxième c'est Dune. Quelqu'un a lu Dune? Un peu plus. Dune c'est plus difficile à lire pourtant que Fondation. Fondation c'est l'accès immédiat. Et, il y a un film par exemple qui n'est pas très bon. Non, il y a une série qui n'est pas mauvaise. Et il y a aussi... il va y avoir une autre version de Dune en long métrage. Dune, c'est comme j'allais à l'école, c'est-à-dire c'est un livre qui est en train de m'instruire. C'est pas juste qu'il me raconte une histoire, il m'apprend des choses. Et c'est ce que j'attends dans un livre. Peut-être que Dune va montrer qu'on peut fabriquer un monde tellement réussi que quand on rentre dedans, on apprend automatiquement 10 000 choses. Et l'idée, le concept de Dune, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est un monde dans lequel il n'y a plus d'eau. Je vous dis ça parce que là, visiblement, le réchauffement climatique a accéléré. Donc ça peut être intéressant d'imaginer un monde sans eau. Et l'une des choses intéressantes dans Dune, en fait je ne parle pas de tout mon bouquin, je suis en train de parler de bouquin des autres. Une des choses intéressantes dans Dune, c'est que du coup il s'aperçoit que parler, ça fait faire de la salive et ça développe de l'eau, donc tout le monde économise le maximum de l'eau, donc les gens ne parlent pas. Ils parlent très très peu. Et ils ont un système pour récupérer leur urine et leur sueur dans une tenue afin de pouvoir la reboire et là aussi de ne pas perdre d'eau. Et tout est basé autour de cette idée. Que se passerait-il si la monnaie la plus extraordinaire, enfin la plus rare, c'était l'eau et l'humidité? Et un autre truc aussi, c'est que les morts, ils les mettent dans un pressoir à olives et ils servent pour récupérer l'eau. Mais quand on y réfléchit bien, dans un pays où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de lac, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de glace, c'est un pays dans lequel on va être obligé de repenser tout l'écosystème autour de l'économie de l'eau, et je trouvais ça passionnant.
Et pour l'anecdote, Asimov, c'est un scientifique donc qui fait passer des vraies connaissances scientifiques dans la fondation. Mais Frank Herbert, c'est un monsieur qui était mathématicien qui étudiait comment évoluaient les dunes. C'est-à-dire, il étudiait dans le désert pourquoi les dunes se déplaçaient et comment le sable arrivait à former des dunes. Donc le type, ils sont tous, s'ils écrivent ce livre, il y a des raisons. Et en général, quand vous voulez comprendre un auteur, regardez qu'est-ce qu'il faisait comme métier avant, et vous comprenez ce qu'ils font. Moi, avant, j'étais journaliste scientifique, j'ai toujours voulu vulgariser la science, donc je continue de vulgariser la science à travers des histoires de chats, des histoires de fourmis, des histoires d'extraterrestres, pas trop, mais de morts, de fantômes, de dieux, d'anges. Mon idée, c'est de vous apprendre, vous faire découvrir des choses que je découvre moi-même d'ailleurs en faisant le livre. Et d'ailleurs, justement, lorsque vous écrivez, j'ai l'impression que vous découvrez beaucoup de choses, mais en même temps, il faut pas mal chercher. Et sur les chats, par exemple, je pense que vous avez une connaissance parce que vous savez déjà, mais il faut beaucoup chercher en sachant la manière dont les chats se comportent. Il ne s'agit pas simplement de les observer au quotidien. Oui, mais ça c'est l'avantage justement des journalistes scientifiques, c'est que j'ai appris à faire une doc. Mais le plus fort que la doc, ça consiste à avoir directement l'animal chez soi. Est-ce que les gens qui ont des chats chez eux? La rumeur, je sens que ça fait partout. Ah, enfin. Il pose la bonne question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chiens et des chats? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un autre animal que je n'ai pas cité? Sachant que les enfants, ça compte pas. Alors, vous savez quoi? Un serpent. Serpent? Ça mange combien de chats par jour? Vous nourrissez avec des souris? Des souris, ouais, congelées. Congelées? Vous savez que les souris congelées, ça leur donne des gaz aux serpents, vous savez? J'avais un peu désolé. Il m'a dit je les donne vivantes parce que sinon elles ont des gaz avec les congelés. Je vous donne l'info. Les vivantes, ça fait mal au cœur quand même. Qui d'autre? Oui? Les abeilles. C'est une vache d'abeilles. Ah, c'est fabuleux. Pas que, non. Et elles subissent pas les pesticides et les poisons? Si, elles sont touchées. Ça dépend des moments, mais ouais, on voit aussi quand les lois passent avec les pesticides, puisqu'il faut se débarrasser. Et on a souffert. Il y a des années difficiles. Ouais, elles viennent encore. Oui. Quel autre animal bizarre? Oui? Moi, j'ai un rat. Un rat? C'est sympa les rats? Ah oui, c'est gentil. Il vous a jamais mordu? Non. Ça vit jusqu'à quel âge un rat? 2 ans à peu près. Blanc ou Ah oui, gris? blanche. D'autres animaux encore bizarres? Lapin et des chevaux? C'est le même endroit. C'est vrai, le lapin, c'est un espace plus petit. Et quels sont les plus sympas? Le chat? Bon, c'était juste pour prendre une petite prise de contact avec la salle. Je sais que les gens, en tout cas qui ont des chats, ils sont aperçus qu'au bout d'un moment, le chat balance plein d'informations. Et je ne sais pas si vous êtes resté à regarder un chat dans les yeux. Au bout d'un moment, vous avez l'impression que vous sentez que c'est un animal intelligent. Non seulement intelligent, mais qui se pose des questions sur vous et qui est intéressé par vous. Et donc, la doc, par exemple, j'ai faite avec la ronron-thérapie, parce que j'ai eu la chance d'avoir comme voisin l'inventeur de la ronron-thérapie, qui m'a expliqué qu'en fait, la ronron-thérapie, ça me fait vachement bien. Et voilà, pour le reste, après, j'essaie toujours d'expérimenter. Donc, pour parler des fourmis, j'ai installé des fourmis. Depuis au-delà, j'ai rencontré des médiums. Et pour écrire la boîte de Pandore, il y en a qui ont lu la boîte de Pandore? Bon, ceux qui n'ont pas lu, je sais qu'il y a la version poche de mon cher. Sinon, je vais faire le spectacle de la boîte de Pandore, de régression à la vie antérieure, à Gérard May, ce vendredi à 19h30. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent venir ou qui peuvent venir? Vous voulez vraiment venir? Bon, c'est bon, ça sera 1, 2, 3, parce que je crois que je ne communique pas bien dessus, donc je préfère 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors je vais vous dire quand même de quoi il s'agit. C'est que j'ai fait 5 expériences d'hypnose, mais c'est rapide. Et la dernière expérience consiste à visualiser, comme dans le livre, un couloir avec les portes des vies antérieures, et vous l'ouvrez, puis vous voyez bien ce qui se passe. Pour certains, il ne se passe rien, pour d'autres, il se passe quelque chose. En général, j'ai 80% de réussite, et 20% de gens qui sont réfractaires parce qu'ils ne peuvent pas lâcher, quoi.
ne peuvent pas lâcher le réel. Mais pour ceux que ça marche, enfin, c'est pas français, pour ceux qui réussissent, en tout cas, l'expérience, c'est mieux que la drogue. Hein. Vous vous retrouvez dans une vie antérieure à revivre exactement ce qu'a vécu la personne. Moi, personnellement, si je fais ça, c'est parce que la fois où je l'ai fait, j'ai trouvé ça tellement génial. En plus, ça ne pas, il n'y a pas d'accoutumance. Et je me suis retrouvé à l'Atlantide et du coup, ça a légitimé le jeu. Mais de temps en temps, quand je fais une insomnie, j'ai du temps à perdre. Je me retrouve dans le couloir, j'ouvre une porte, j'ai visité une autre de mes vies. C'est vachement rigolo. Et plus on le fait, plus on a de détails. Bon, maintenant, ça reste de l'ordre de l'irrationnel, hein, donc je ne demande pas à tout le monde d'y croire. Et puis, c'est peut-être un effet d'imaginaire, c'est peut-être un rêve éveillé. La seule chose surprenante dans l'expérience, c'est le nombre de détails. Et puis, pour certaines personnes, ils arrivent à avoir le nom et le prénom. Donc, on va vérifier si des fois on arrive si la personne existe. Et ça arrive aussi. Ça, c'est une expérience marrante pour ceux qui vont venir. Rappelez-moi ceux qui vont venir. Vous deux, là, vous avez. Ok. Parce que j'ai l'anti que la salle ne soit pas assez. Okay. Attendez, je vais vous donner. C'est Gérard May, non? Ouais, c'est Gérard May. Et l'heure et. Et personne qui connaît mon agenda. Attendez. Je regarde moi-même sur mon Facebook. Parce que quand j'ai peur d'oublier une info, je me mets sur mon Facebook et après, vous pouvez regarder en même temps. Hein. C'est la seule conférence où les gens sont autorisés à regarder leur téléphone. Alors, ça sera. Voilà. C'est tout, moi, j'ai pas précisé, c'est jeudi ou vendredi. Je crois que c'est vendredi. Mais on peut regarder sur le site du festival, je pense. Attendez. J'en ai profité pour faire le truc. C'est. Ah, bah oui, c'est normal. Ils sont pas clairs. Ah, c'est pas vendredi. C'est vendredi 31. Vendredi 31 à 8h30, conférence interactive à la mairie Salle des Arts. Je pense que c'est une conférence littéraire. Moi, je sais. Voilà. Mais il faut parler des chats quand même un peu. Alors. Oui. Et alors. Pourquoi pas? Oui, mais c'est toutes les questions de communication aujourd'hui. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une petite difficulté entre nous à nous parler, à communiquer, parce que les chats peuvent prendre quelque part un peu notre place. Alors, l'idée, en effet, comme tu le dis, c'est la clé, c'est la communication. T'as besoin que je me pousse un peu vers la gauche. C'est d'ailleurs presque intéressant, après cette conférence, de demander, mais je ne vais pas le faire, qu'est-ce que vous avez entendu? Vous avez perçu que chacun a entendu des choses complètement différentes, donc certains ont entendu des trucs qui n'ont jamais été prononcés, parce que toute notre capacité de communiquer est à revoir. En fait, on communique très mal. Mais au moins, maintenant, on se pose la question. Parce qu'avant, on considérait que le fait qu'on communique mal, bah, c'est pas grave. Maintenant, c'est pour ça que j'ai essayé de parler un langage très clair, très simple, et pour être sûr d'être bien compris, voire même dans l'écriture, je me répète plusieurs fois, pour être sûr d'être bien compris. Mais ce qu'a compris ma chatte, Steph, c'est que grâce à la communication, en fait, on atteint un niveau magique qui est une connexion avec tous les autres animaux et même une connexion avec elle-même. Donc la communication, c'est pas juste de parler pour échanger des informations, c'est une possibilité d'accéder à des niveaux de conscience inconnus. Donc la première scène de Demain les chats, il y en a qui ont lu Demain les chats? La première scène, c'est tout d'un coup l'héroïne, elle a pris conscience qu'elle pouvait communiquer avec d'autres formes de vie, et elle essaie de communiquer avec une souris, mais ça ne marche pas, parce que la souris, elle est encore dans la peur. Le contraire en gros, dans la vie, je sors des tas de sujets, je sais bien. Vous avez le choix entre deux notions, l'amour ou la peur. Chaque fois, vous avez des choix à faire, vous verrez, c'est entre l'amour et la peur. L'amour, ça peut créer des problèmes, la peur, ça peut apporter des solutions. Il ne faut pas croire que l'amour, c'est forcément simple, et que la peur, c'est forcément à fuir. C'est-à-dire, la peur, ça peut être la survie. Mais elle va essayer avec l'amour, en tout cas la volonté de se connecter aux autres. Le terme exact, ce serait plutôt l'empathie. La capacité de percevoir la conscience des autres, elle va essayer d'élargir sa conscience. Et c'est cette expérience-là qui est l'expérience de spiritualité,
que je propose de transmettre à travers mon histoire de chat. Mais ma chatte, je me suis inspiré de ma vraie chatte, et ma vraie chatte était un modèle de prétention, d'égoïsme et comment dire, est-ce qu'il y a, comment dire, c'était une chatte prétentieuse, très imbue d'elle-même, qui considérait qu'elle savait tout et qui était d'une lâcheté extraordinaire. Donc on était très loin des héros des Aristochats de Disney. C'était une chatte, comment dire, est-ce qu'il y a des chats, des gens qui ont des chats similaires, c'est-à-dire qui se l'appellent un max? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des chats gentils? On appelle ça les chiens. Non, des chats gentils. Vous en avez? Comment vous avez fait? J'ai eu 3 chats, c'est 3 teignes. Bon, la première était sympa, mais la première, elle avait ses organes sexuels, donc tous les soirs elle partait, elle s'était sauté par tous les bateaux du coin. C'est pour ça qu'il y avait une certaine joie de vivre. J'ai toujours trouvé qu'en premier, le principe d'empathie, c'est pas normal qu'un animal qu'on aime, on lui enlève ses organes sexuels. Vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que le vétérinaire vous dit, ah ouais, si vous ne lui enlevez pas ça, elle va mettre des odeurs partout, elle va hurler, elle va vous faire un enfer. Mais la nature l'a conçu comme ça. Pourquoi vouloir, nous, juste pour notre confort, les modifier et après dire on les aime? Moi je trouve que si on les aime vraiment, on devrait leur demander leur avis. Voulez-vous qu'on vous enlève tous vos organes sexuels afin de faciliter votre vie en appartement, puisque pour notre part, on n'a pas de jardin et on ne peut pas vous permettre de galoper partout, partir sur les toits, de faire sauter par tous les matous du coin. Mais il y a d'ailleurs un rapport entre l'homme et le chat que je trouve assez bizarre. D'abord, on est censé les prendre pour les aimer, mais on ne les respecte pas en tant que tels, puisqu'on les oblige à vivre dans des lieux clos, ils sont en prison. Et quand ils ne sont pas en prison, ça veut dire que vous avez de fortes chances de ne pas le récupérer. Donc on ne les laisse pas libres, on leur donne à manger des trucs qui sont des croquettes, c'est eux qui les ont choisis, hein. C'est croquettes ou croquettes. Hein. On leur enlève leur sexualité. Et puis en plus, il y a une autre violence qu'on leur fait qui est assez terrible, c'est qu'en fait ce sont des animaux nocturnes. Ceux qui ont des petits chatons, vous avez dû en apercevoir, ça fait la fête la nuit, le jour ça remplit. Il y a des gens qui ont vu ça. Voilà. Donc ça veut dire que si vous les forcez à faire la fête le jour et à replier la nuit, comme nous, parce que ça nous amuse en tant que petites boules rigolotes, ben vous les mettez tous à l'envers, quoi. Donc si vous voulez être vraiment sympa avec votre chat, vous le laissez replier toute la journée. Vous le laissez faire la fête toute la nuit, vous le laissez aller dans le jardin et vous laissez sa sexualité. Là, on pourra dire qu'il y a un réel respect et un amour du maître pour son chat. Mais en général, on a toujours des mauvaises raisons de ne pas le faire. Mais toujours est-il que cette capacité d'empathie, juste se mettre à la place de l'autre, on peut le faire avec votre chat. Vous pouvez le faire d'ailleurs en rentrant tout à l'heure après la conférence. Vous regardez votre chat dans les yeux et vous vous posez la question, au fait, tu penses quoi, toi? Et vous allez voir votre chat vous regarde dans le style c'est pas trop tôt que tu me poses la question. La question justement a-t-on besoin de la parole pour pouvoir communiquer? Alors voilà, il y a un moment, je pense qu'on n'a plus besoin de la parole pour communiquer. Et vous pouvez faire aussi cette expérience pour ceux qui sont en couple. L'être avec qui vous vivez, vous le regardez dans les yeux et vous lui demandez, mais au fait, c'est qui cette personne? Il y a des gens qui peuvent vivre 40 ans ensemble, faire des gosses et vieillir ensemble, qui ne se sont jamais demandé qui était l'autre en face. Même plus fort, il y a des gens qui vivent ensemble qui ne savent pas la couleur des yeux de la personne avec qui ils vivent parce qu'ils sont tellement évolués comme un meuble qu'ils ne regardent plus. Ça vous parle? C'est ça le problème de la communication. La communication, c'est pas seulement communiquer avec son chat, c'est tout d'un coup s'intéresser à ce qui n'est pas soi pour essayer de le comprendre. Je ne sais pas comment vous percevez l'ancienne génération, mais moi j'ai l'impression que mes parents ne se sont jamais demandé au fait c'est qui cette personne. Donc mon père s'est jamais demandé qui était ma mère, ma mère s'est jamais demandé qui était mon père. Ils sont considérés, ils ont décidé de s'aimer, se sont mariés, ils ont fait des enfants. Parce qu'avant c'est tout ce qu'on demandait au couple, c'est d'ailleurs tout ce qu'on demande au couple dans la plupart des temps. Mais s'intéresser réellement à l'autre, tout d'un coup plonger ses yeux dans ses yeux, et puis se dire qu'est-ce qui lui ferait vraiment plaisir à l'autre, pas à vous, en tant que... Vous savez, souvent les cadeaux on offre ce qu'on a envie de recevoir. Vous avez remarqué? Et l'autre vous offre ce qu'il a envie lui-même de recevoir.
Donc vous vous retrouvez avec des fleurs, vous vous retrouvez avec des trucs, ça va. À Noël, on le sent bien. Mais tout ça, c'est parce que les gens ne s'intéressent pas à l'autre. Dès le moment où vous vous intéressez à l'autre, ça devient un univers vertigineux, c'est un autre monde. Donc là, j'ai utilisé l'exemple des chats, mais vous pouvez utiliser ça pour les êtres humains. D'ailleurs, si vous vous intéressez à un seul autre être humain, à fortiori, le plus facile, c'est la personne avec qui vous vivez ou vos parents. Tout d'un coup, vous prenez cet individu, vous le regardez, vous posez des questions. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qui est cette personne? Quels sont les points forts, quels sont les points faibles? Vous allez voir qu'il y a plein d'informations qui arrivent. Moi, j'ai commencé à faire cet exercice pour faire mes personnages. Je me suis aperçu que pour ne pas faire toujours les mêmes personnages qui souvent vont ressembler, mais il faut que je m'intéresse aux autres. D'ailleurs, c'est la première qualité d'un bon écrivain, c'est de sortir, regarder les gens, et puis s'intéresser réellement aux gens. Alors, vu que c'est un peu exotique comme expérience, souvent les gens se déversent et me raconter leur vie. Et ils sont habitués quand on me raconte leur vie, que les gens s'en aillent, baillent ou fassent ouais. Mais moi, ça m'intéressait vraiment. Je disais juste, je prends des notes. Et donc, du coup, la plupart des personnages dans mes romans existent réellement. Ma chatte existe réellement, Nathalie existe réellement, le personnage de la boîte de Pandore existe réellement, tous existent réellement, et tous les personnages de Depuis l'au-delà existent réellement aussi. Donc nous, on se dit que c'est du roman, que je fabrique le personnage, mais je les ai fabriqués à partir du réel. Parce qu'on ne peut pas faire des psychologies aussi compliquées et des personnages aussi solides que quand vous prenez un vrai être humain. Donc il y a aussi un vrai chat et des vraies fourmis. Et d'ailleurs, on peut dire comme ça, la littérature, c'est une longue histoire, l'écriture, mais on peut dire quelque part que vous êtes La Fontaine du XXIe siècle. Oh, vous êtes gentil. Je reçois ce compliment avec beaucoup de plaisir. La Fontaine était... La différence, c'est que La Fontaine était un peu obsédé sexuel. Ah, ça, je ne connais pas votre titre. Et je ne suis pas obsédé sexuel autant que La Fontaine. Il a écrit beaucoup de livres érotiques et il était très libertin, ce qui montre une bonne santé et une joie de vivre. Et La Fontaine, à la fin de sa vie, le curé est venu et il lui a dit il faut que vous renonciez à tous vos textes libertins et que vous les brûliez, sinon vous allez aller en enfer. Donc, vu qu'il n'avait plus rien à foutre, il les a brûlés, donc on n'a récupéré qu'une partie. Mais à côté des fables de La Fontaine, c'est un garçon qui avait une joie de vivre, et puis il était très courageux puisqu'il s'est opposé quand même à Louis XIV. Moi je pars rapidement dans des sujets. Il s'est opposé à Louis XIV pour défendre la cité, et du coup il a été mis en exil. Donc ce qui veut dire que c'est un type qui n'était pas comme tous les gens de la cour de Louis XIV qui s'écrasaient devant lui, qui jouaient aux cartes et qui étaient juste des serviteurs. Moi j'aime les gens courageux. Ce qui me plaît chez La Fontaine, c'est qu'il Mais à propos des chats justement, c'est aussi un prétexte pour parler d'histoire. Histoire avec un grand H aussi. Ben déjà, l'histoire des chats, j'ai découvert en écrivant le livre, je ne connaissais pas à ce point, mais comment les chats en 1300 étaient adulés en Égypte et comment ils ont été à partir de l'an 300 devenus des animaux liés à la sorcellerie. Donc ça doit être à partir, c'est pas Constantin, ça doit être Tibère qui a décidé que les chrétiens, c'est après Constantin de toute façon, que les chrétiens ne devaient pas avoir de chat sous peine d'excommunication. Et du coup, chaque fois qu'il y avait la peste, c'est ce que je trouvais extraordinaire, il y a des rares possesseurs de chats qui n'ont pas respecté le pape se retrouvaient à survivre, alors que ceux qui n'avaient pas de chat se sont retrouvés à mourir. Donc les chats ont sauvé leur maître, et j'ai découvert après comment progressivement, selon les cultures, ils ont été intégrés, notamment en Inde, en Chine et au Japon. Vous allez pouvoir ouvrir la porte, c'est ça? Il se passe quelque chose. Non, tout va bien, c'est juste qu'on est en train d'installer pour la dédicace. Ah, d'accord. Tu veux que je tienne ça quand même? Non, c'est 2 minutes. Non, mais sinon, vous allez m'écouter. En fait, je vous écoute, moi. Tant que je vois qu'il y a des gens qui sont attentifs, je continue de parler. Dès que je vois qu'il y en a qui commence à s'endormir, ok, on passe à la suite. Ou alors je vois d'autres qui sont style, ouais, ce qu'ils me racontent, ça ne m'intéresse pas, donc j'essaie de vous percevoir. Quand je fais l'expérience de régression à la vie intérieure, je sens d'abord la salle avant de faire quoi que ce soit. J'essaie de sentir si les gens sont prêts, s'ils sont attentifs, si ça les amuse. Le mot amuser est un mot intéressant. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à user un peu votre âme pour faire une expérience? Mais là, déjà, c'est une expérience de conférence sympathique. En plus, il y en a qui sont tellement bas, ils ne doivent rien voir. Vous y voyez derrière, ça va?
Et donc, tout ça pour dire que je ne sais plus quoi. Non, justement pour dire que les temps... Le temps est arrivé. Et d'ailleurs, une question, la notion du temps chez les chats Alors, il est pas très rapide, en général, il prend son temps. Alors, c'est pas la notion de temps que j'ai envie de... C'est vraiment votre sac? C'est pas la notion de temps que j'ai envie d'évoquer, c'est la notion de perception du bonheur. C'est-à-dire qu'un chat, il a besoin de beaucoup dormir. L'humain dort 8 heures. L'idéal pour un humain, c'est 8 heures, et puis s'il devient vieux, il peut aller vers les 7 heures, 7h30. Un bébé, c'est un peu plus. Et un chat, ça dort 12 heures. Et ça fait des rêves. Donc, le chat, déjà, il a besoin de beaucoup dormir. Quand il se réveille, il met un temps pour sortir du monde des rêves. Et je vous conseille de faire pareil. 1, beaucoup dormir. 2, beaucoup rêver. Et 3, de prendre un temps pour sortir des rêves. Débrouillez-vous, mais pour mettre le réveil, si vous allez au travail, un peu de temps. Et vous avez vu vos chats, ils s'étendent. Là, ça, je vous conseille de faire pareil. Parce que si vous sortez comme ça du lit, hop, ça ne va pas être bon. Il faut vraiment faire un travail d'extension et être dans votre corps. Il y a aussi autre chose qu'on peut prendre chez le chat. Regardez où il se met. Là où se met le chat, en général, c'est un endroit où il y a les bonnes ondes. Donc ça va être bon pour vous aussi. Donc je tenais simplement à vous remercier, Bernard, merci beaucoup à vous tous. Mais avant d'applaudir les 5 février, on est en rencontre avec un autre Bernard, que vous connaissez très bien, d'ailleurs, Bernard Millet, qui fait partie aussi de la Ligue imaginaire, c'est un excellent romancier, vous s'est invité aussi des 5, mais vous allez gérer sa compagnie de Bernard parce qu'il s'est fait apprécier de dessiner son livre.